Bonjour, nous sommes le 12 octobre 2021, mardi 12 octobre 2021, avec une journée qui se passe en étant clairsemée. On a des nuages blancs, pas trop agressifs. Donc bon, c'est une journée qui peut bien se passer, une journée qui est entrouverte, avec une météo qui peut bien sûr changer à tout moment, mais qui pour l'instant apparaît clairsemée, avec des nuages blancs. Bon, sans plus. On peut pas dire plus, parce qu'en fait, bon, on ne sait pas ce qui va en être de la journée, mais en tout cas, c'est pas trop agressif pour un début de journée. Ici, je vais faire une vidéo qui va construire un tort. Le but de cette vidéo, c'est la construction d'un tort. Bien sûr, je vais me situer dans un domaine qui est la géométrie analytique dans l'espace. Donc, qui dit géométrie analytique dans l'espace dira repère. Je mettrai bien sûr un ROD comme à l'accoutumée, et dira bien sûr équation. Donc repère et équation. Donc sachez que je vais manipuler des équations dans un repère. Et bien sûr, par l'entremise de là, le but ultime, c'est la construction du tort. Donc on va construire le tort. Avant toute chose, avant de construire le tort, j'ai des petites choses à dire. Bon, un peu rébarbative, je m'excuse de vous le dire. Dans un premier temps, mais c'est un passage un petit peu obligé de ma part de faire voilà, une petite parenthèse avant de construire mon tort. Parce que ça nécessite quelques explications avant de construire mon tort. Alors, le tort, c'est un volume de l'espace. C'est un volume de l'espace. Donc, comment a-t-il été construit? C'est justement le but ultime que je vais établir ici, développer, pour justement construire le tort. Mais avant toute chose, sachez que il existe différents types de surfaces. Alors, il y a la surface réglée quelconque. Alors, on a les surfaces réglées, hein. En mathématiques, on peut retrouver quelques surfaces réglées. Alors, les types de surfaces réglées, ben, on a les surfaces réglées quelconques, les surfaces réglées de type cylindrique, les surfaces réglées de type conique, les surfaces réglées de type conoïde, donc à plan directeur, et les surfaces de révolution. Alors, la première chose, c'est de savoir situer le tore dans quelle famille il sera. Alors, je peux vous dire que le tore, on va le situer dans une famille. Alors, si je prends par exemple les surfaces réglées quelconques, bon, donc dans les surfaces réglées, on distingue bien sûr, en mathématiques et plus précisément en géométrie, une surface réglée est une surface par chaque point de laquelle passe une droite appelée génératrice, contenue dans la surface. On a à chaque fois une génératrice. Alors on peut décrire une surface réglée S en la considérant comme la réunion d'une famille de droites, DU, dépendant d'un paramètre U, parcourant une partie L de l'ensemble des réels. Il suffit pour cela de se donner pour chaque U dans un L, un point PU et un vecteur directeur VU de DU. On obtient alors une représentation paramétrique de la surface. Bon, voilà. Et vous avez M appartient à S, et qui va dire il existe U appartient à I, il existe V appartenant à R, MUV est égal à PU plus V de fois V de UV, où V est un vecteur. L'arc paramétré par U appartenant à I entraîne PU appartenant à R cube est appelé courbe directrice de S. Dans l'exemple ci-compte, on a pris PU égale U moins U carré et U cube et V de U égale moins U carré 1 et U.
Alors, ceci, je ne vous demande pas de, je veux dire, une quelconque compréhension de ça, parce que c'est pas le but de la vidéo. Sachez que chaque courbe s'étudie en fonction qu'on a une surface euh, réglée quelconque, ou une surface euh, cylindrique ou conique, ou encore voir un conoïde ou une surface de révolution. Ben, vous comprendrez que on a chaque fois des génératrices, on a chaque fois des droites. On a chaque fois des droites et l'étude, le but de la manœuvre, c'est d'éliminer les paramètres et retrouver une équation, enfin d'éliminer les variables, de retomber sur des paramètres et une fois qu'on a les paramètres, voilà, on a un système, hein, c'est un système de plusieurs équations. Voilà, généralement on a deux équations plus deux équations, ben, au total on en a quatre. En ayant quatre équations, ben, on résout, on a une équation paramétrique qui fait intervenir que des paramètres, et puis on va rechercher que valent ces paramètres, et on a une équation en finalité de l'équation de la surface réglée. Euh, donc ça fait intervenir pas mal d'objets, c'est ça que je veux dire. Par exemple, si je prends une surface réglée quelconque, qui est une surface réglée mais particulière quelconque, voilà, on peut donner trois droites. Et on peut trouver euh, l'équation de la surface engendrée par les droites s'appuyant sur les trois droites. Donc on peut trouver l'équation de la surface engendrée par les droites s'appuyant sur les trois droites, en donnant trois droites. Donc ça c'est une surface réglée quelconque. Donc on a trois droites, on peut trouver voilà, une surface réglée à partir de ces trois droites, en mettant une courbe qui va s'appuyer sur ces trois droites. Bon, ça c'est une surface réglée quelconque. Maintenant, pour avoir une surface cylindrique, vous aurez compris qu'il faut, on a, ben, il faudra écrire l'équation du cylindre dont les génératrices sont parallèles à une droite, et par exemple tangente à une surface, par exemple, une surface donnée, et là on aura voilà, une surface cylindrique. Si vous voulez une surface conique, toujours bien sûr en éliminant les paramètres, et puis en ramenant les variables x, y, z, en les remettant bien sûr à leur place. Ensuite, on peut avoir une surface conique, ben, on peut avoir une équation de la surface conique de sommet donné et de directrice donnée. Voilà. On a une directrice, et on peut retrouver bien sûr les génératrices, l'équation des génératrices, les conditions d'appui de la génératrice sur la courbe, et avoir en finalité l'équation du cône. Bon, on peut avoir les surfaces réglées à plan directeur, ce qu'on appelle les conoïdes. On peut avoir la formation, on peut former une équation d'une surface qui est le lieu des droites s'appuyant par exemple sur deux droites et parallèle à un plan donné. Donc on a ce qu'on appelle ici une surface réglée à plan directeur qu'on appelle une surface réglée conoïde, et la dernière des surfaces réglées qui est la surface de révolution. Là vous aurez compris que la surface de révolution nécessite un axe de révolution. On a un axe de révolution. Donc c'est engendré par la rotation d'une courbe autour d'un axe. Donc à chaque fois, vous avez vu qu'il y a chaque fois un axe. Donc il existe en gros dans les familles de surfaces, les surfaces réglées, bah, on a, moi ce que j'appelle surface réglée, euh, c'est une surface réglée quelconque. Une surface réglée quelconque, je l'appelle surface réglée. Voilà. Bah, en vérité, quand je dis surface réglée, c'est une surface réglée quelconque. Sinon, je dis que je les précise, hein. Je dis que j'ai une surface cylindrique ou une surface conique ou une surface à plan directeur ou encore une surface de révolution. Donc ça c'est les familles de types de surfaces réglées, hein. On peut avoir toutes sortes euh, de, voilà l'ensemble des surfaces réglées. Eh bien c'est ce qu'ils expliquent ici sur internet, donc sur Wikipédia, en tapant bien sûr surface réglée. Ben, il vous dit que bon ça il n'y a pas besoin de savoir, hein, ceci ne m'intéresse pas. Parce que à chaque cas de figure, on retrouve voilà l'équation en fonction de chaque cas de figure, hein. Bon, il n'y a pas un style.
un canevas qui marche pour tous. Bon, chaque cas est différent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les étudie différemment. Bon. Alors ici, ils vous disent que, exemple, outre le plan qui est une surface réglée, ils vous disent ici le plan est une surface réglée évidente. Donc, j'aurais pu mettre aussi le plan. J'ai omis là-dessus le plan. Le plan est aussi une surface réglée. Le cône dont tous les génératrices ont un point commun appelé sommet du cône. Il faut un sommet pour le cône. Le cylindre dont les génératrices sont parallèles, donc il faut des droites parallèles. Là. Le paraboloïde hyperbolique qui possède deux familles de génératrices. L'hyperboloïde a une nappe qui possède également deux familles de génératrices. L'hélicoïde, seule surface minimale réglée avec le plan. Ruban de Mobius, surface réglée non orientable. Le conoïde dont les génératrices sont parallèles à un plan directeur donné, hein, un plan directeur. Voilà, et passe par une droite axe du conoïde. Bon, et là, vous avez des dessins, voilà, un type de cône, il y a un sommet, vous voyez le sommet, le cylindre, c'est tout des droites. Attention qu'ici, c'est un cylindre droit, hein, parce qu'on peut avoir, bon, les droites peuvent être obliques, hein, on n'a pas toujours un cylindre droit. Voilà. C'est comme dans un parallélépipède rectangle, on a pas parallélépipède rectangle, on peut avoir un parallélépipède quelconque aussi. Hein. Il n'est pas toujours rectangle. Hein. Là, rectangle, ça veut dire qu'il y a des angles de droit. Quelconque, ça veut dire qu'il est oblique. Voilà. On a le paraboloïde hyperbolique, l'hyperboloïde a une nappe, l'hélicoïde et le ruban de Möbius. Et là, on a le conoïde là-bas en dessous. Voilà. Et ici, il vous parle un petit peu des plans tangents. Plan tangent. En tout point régulier d'une surface réglée de plan tangent contient la génératrice qui passe par ce point. En effet, la représentation paramétrique donne une base du plan tangent en MUV constituée de vecteurs delta dérivés partielle de M par rapport de M UV par rapport à U et dérivée partielle de M UV par rapport à AV égale V de U. Ce dernier vecteur dirigeant la génératrice des U, notamment si par un point passe deux génératrices distinctes, celle-ci y engendre le plan tangent, c'est normalement cas de surface doublement réglée comme l'hyperboloïde à une nappe ou le paraboloïde hyperbolique. Bon, mais ça on s'en fout. On s'en fout parce qu'on étudie ça dans à l'aide de Hessienne. Voilà, les tangentes, on peut les étudier avec les Hessienne. Voilà, comment on appelle ça là l'étude comment est-ce qu'on appelle ça du déterminant de S. Alors, il y a son application, c'est en chaudronnerie. Bon, bah ici, j'irai pas plus loin. Je vous ai dit que j'allais voir des choses réparbatives un petit peu. Pour construire le tore. Bon. Alors ces choses réparbatives, c'est pour juste vous rappeler qu'il existe différentes familles de surfaces réglées. La surface réglée quelconque, la surface cylindrique, la surface conique, surface à plan directeur et surface de révolution. Alors, comme je vais construire un tore, il faut savoir dans quelle famille que je vais mettre le tore. Alors, le tore, il va se mettre dans la famille, c'est une surface de révolution. C'est une surface réglée qui est une surface de révolution, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un axe de révolution et il y a une courbe qui va tourner autour de cet axe de révolution. Voilà, ça c'est la première des choses. Le tore va être basé sur la construction d'une surface, c'est une surface de révolution. Donc ça va être une surface de révolution. Alors maintenant, on va aller voir le tore exactement, ce qu'il en est sur Wikipédia. Un tore est un solide géométrique représentant un tube courbé, refermé sur lui-même. Le terme tore comporte différentes acceptions plus spécifiques selon le contexte. Voilà. C'est des définitions différentes. Hein. En ingénierie ou en géométrie élémentaire, un tore est un solide de révolution. Voilà, solide de révolution. Donc ça veut dire qu'on va avoir une courbe qui va tourner autour d'un axe. Solide de révolution de l'espace obtenu à partir d'un cercle. Voilà, il est obtenu à partir d'un cercle. Ou bien sa surface. Une chambre à air, une bouée, certains joints d'étanchéité ou encore certains beignets, les donuts nord-américains
ont aussi une forme plus ou moins torique. En architecture, un tore correspond à une moulure ronde semi-cylindrique. En mathématiques, plus particulièrement en topologie, mais ça n'a rien à voir, c'est la topologie. Un tore est un quotient d'un espace vectoriel réel de dimension finie par un réseau ou tout espace topologique qui lui est homéomorphe. La surface du solide de révolution décrit ci-dessus est généralement homéomorphe à R sur Z fois R sur Z, exception faite des cas dégénérés. Voilà. Bon, ici, il n'y a pas besoin de savoir tout ça, mais ça vous explique un petit peu, hein, si je prends par exemple un cas de figure qui est un petit peu typique à ça, c'est parce il parle de ce qu'on appelle d'un ensemble, c'est un ensemble quotient. Il parlait d'ensemble quotient. Alors un exemple d'ensemble quotient, bien sûr, ce sont les vecteurs libres. Les vecteurs libres. Alors, avant d'être libres, ils sont liés. On crée d'abord des vecteurs liés, et puis on les rend libres. Alors, comment faire ça? C'est par des définitions. Alors, bien sûr, vous connaissez l'espace métrique que j'appelle E, que je vais appeler E. Ça, c'est l'espace métrique. L'espace métrique, qui est l'ensemble de triplement infini de points munis de la distance euclidienne, et l'ensemble E fois E, qui est un produit cartésien, qui est égal à un couple Y que j'appelle Z, avec Y tel que Y appartenant à E et on va dire Z appartenant à E. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire ce charabia. Ben, ce charabia n'est rien d'autre qu'un produit cartésien. Ça veut dire qu'on prend, d'un espace vectoriel deux éléments, Y et Z, avec Y appartenant à l'espace vectoriel E. Bien sûr, l'espace vectoriel ici, c'est l'espace vectoriel des vecteurs libres de l'espace euclidien. Et E, c'est l'espace métrique. Voilà, E, c'est l'espace métrique, qui est l'ensemble infini triplement, l'ensemble triplement infini de points munis de la distance euclidienne. Ça, c'est E. Mais on a l'espace vectoriel de vecteurs libres de l'espace euclidien. Bien sûr, ici, il n'est pas encore libre. Hein, parce que ici, ici, ils sont liés. Ici, pour l'instant, ils ne sont que liés. Ils sont que liés. Donc là, je viens de créer ce qu'on appelle les vecteurs, l'ensemble des vecteurs liés. Donc c'est l'ensemble des vecteurs liés. Et dans cet ensemble, on a la relation d'équivalence. Voilà. On a une relation d'équivalence que je vais appeler S. Alors toujours une équivalence de E fois E dans E fois E. Voilà. Alors ça veut dire que là, on peut faire l'équivalence entre un couple Y, Z est équivalent à un vecteur TU. Et là, voilà, je crée l'équivalence. L'équivalence est faite. Donc tout vecteur, ça c'est un vecteur TU qui est équivalent à YZ. C'est-à-dire, vous aurez compris ce que c'est que l'équivalence. Hein. Même norme, même direction, même sens. Mais ils ont des points d'application différents. Alors, je peux créer l'ensemble quotient. Si je crée l'ensemble quotient E, enfin, si je peux pas mettre E parce que j'ai déjà mis mon E, je vais mettre l'ensemble quotient P est égal à E fois E sur S. Et là, j'ai créé l'ensemble quotient qui est l'ensemble des vecteurs libres. Donc là, on a les vecteurs liés. Et là, j'ai créé l'ensemble quotient, voilà, des vecteurs libres. Par un ensemble quotient, je définis les vecteurs libres. En partant, bien sûr, des vecteurs liés de l'espace. Je crée l'ensemble des vecteurs libres de l'espace par un ensemble quotient. Donc, l'ensemble des vecteurs libres est un ensemble quotient, si vous voulez, des vecteurs liés. C'est un petit peu ça qu'ils expliquent ici avec l'ensemble quotient. C'est un petit peu ça, on a un ensemble quotient ici. Voilà.
eh bien, on est bien dans un espace topologique où on a la distance, bien sûr, on a l'espace métrique qui est l'ensemble triplement infini de points munis de la distance euclidienne. Donc on est bien dans un espace topologique ici. Alors il parle en électronique, mais ça on s'en fout. C'est ce qu'on appelle le tore magnétique, constitué d'éléments de base, des mémoires. Ouais, voilà, c'est un tore, voilà, avec qui peut emmagasiner, si vous voulez, des informations. Parce que les mémoires peuvent être mémoires de type magnétique, hein. Voilà, on peut avoir des mémoires de type magnétique. Et donc là, il existe euh, des mémoires qu'on appelle bon, des tores magnétiques. Alors, en astronomie, un tore peut être un anneau planétaire ou satellitaire. Et là, voilà, c'est un solide de révolution. En géométrie euclidienne, un tore est le volume de l'espace euclidien R3 engendré par la rotation d'un cercle de rayon R autour d'une droite affine. Bon. Et là, vous commencez à voir qu'est-ce que c'est que le tore. Enfin, pour le construire, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut un cercle. Il faut un cercle. Voilà. Et je vais faire tourner ce cercle autour d'un axe. C'est ce qu'ils disent. Donc, il faut un axe de ce qu'on appelle un axe de révolution et un cercle. Et je fais tourner voilà, ce cercle autour d'une droite fixe qui va jouer le rôle d'axe. C'est ça que ça veut dire. Donc on sait bien que c'est une surface de révolution et qu'on va tourner autour d'un axe. Et le volume de l'espace euclidien R3 engendré par la rotation du cercle C de rayon R autour d'une droite affine D située dans son plan. Voilà, dans son plan, c'est fort important. Donc, c'est la rotation d'un cercle de rayon R autour d'une droite affine D dans son plan, à une distance R de son centre. Dans son plan, c'est fort important, vous allez voir pourquoi par après. Dans cette acception, certains auteurs désignent par tore plein le solide obtenu réservant le terme tore pour la surface correspondante. Voilà. Il y en a qui disent que le tore, c'est uniquement la surface. Il y a le tore plein et le tore qui est... On peut appeler le tore la surface et pas le volume intérieur avec. Voilà. Ceci étant dit, à l'action d'une isométrie affine directe près, le tore plein est uniquement déterminé par les deux paramètres réels, grand R et petit r. La forme du tore plein dépend du signe de R-R. Si R égale 0, ben, on a un tore dégénéré, il se réduit à 1 point. Si R égale 0 et qui est plus petit que R, le tore se réduit à un cercle de rayon R. Si R est compris entre petit r est compris entre 0 et grand R, le tore est dit ouvert et ressemble à une chambre à air ou encore un beignet donut nord-américain. Certains auteurs réservant la dénomination de tore à ce cas ou incluent le cas suivant. 0 plus petit que R égale R, le tore est dit à collier nul. Si grand R est compris entre 0 et petit r, le tore est dit croisé. Et ressemble visuellement à une citrouille, une solide et topologiquement une boule fermée de l'espace tridimensionnel et sa surface une sphère. Si R égale 0 est plus petit que le petit r, le tore plein est une boule solide obtenue par la rotation d'un disque autour de l'un de ses diamètres de rayon R. Les équations du tore, un tore peut être défini paramétriquement par x uv égale r plus r cos v fois cos u, y de uv r plus petit r cos v sinus u, et z uv est égal à r sinus v, où uv appartient à l'intervalle 0,2 pi. Alors 0, on le prend, 2 pi, on ne le prend pas parce que 0, il a déjà été pris. Voilà. R est la distance entre le centre du tube et le centre du tore, et petit r est le rayon du cercle C. Voilà. Donc on a deux rayons. Le rayon du cercle, petit r, cercle, petit r, et le rayon du grand cercle, qui est grand R.
Bon, grand R, petit R, n'allez pas croire que le grand R est plus grand que petit R, hein. Ici, ils vous le disent, hein. C'est pas parce que vous avez une grande lettre R qu'elle est plus grande que... Bon, ce qui veut dire que... Alors, j'ai un axe ici. Je vais faire tourner un petit cercle au travers d'un grand cercle. Alors, le tore, il va être construit à partir du petit cercle, hein. Mais inversement, je peux avoir un grand cercle qui va tourner autour de l'axe, formant un petit cercle. Alors là, on aura un grand tore. Alors, c'est pour ça qu'il vous parle de grand R et petit R. Voilà. Ils définissent qui est grand R, qui est petit R, hein. Et grand R n'est pas toujours plus grand que petit R. On peut avoir grand R plus grand que petit R, mais on peut avoir petit R plus grand que grand R. Voilà, et vous dit que en fonction de grand R, petit R, ben, vous pouvez avoir des tores un peu dégénérés ou fermés ou ouverts. Voilà. Donc vous voyez que vous avez deux rayons, il faut deux rayons de cercle. Mais il y en a un qui va dépendre d'un plan. Vous allez voir, ils vous ont parlé de plan, je vous ai dit de ne pas perdre de vue qu'il y a la notion d'un plan là-dedans. Hein, ils vous l'ont dit, le tore est un volume, et le volume d'espace euclidien engendré par la rotation d'un cercle C de rayon petit r. Donc, c'est le cercle... Je vais aller chercher, hein. Je vais faire une copie. Voilà. Là, vous avez bien sûr un rayon. Il y a un rayon ici. Et un rayon là. Alors qu'est-ce qu'on a fait tourner? Ici, on a fait tourner le petit rayon au travers du grand rayon. Un tore est le volume de l'espace euclidien R³ engendré par la rotation d'un cercle C. Le cercle C, il est là. Voilà, c'est celui-ci. De rayon petit r autour d'une droite affine. Alors, cette droite affine, vous aurez compris que c'est le centre. Il passe par le centre du cercle de rayon grand R. Et là, je peux appeler ce cercle-là C1. Là, on aura C1. Et là, on aura C2. Alors, C2, il est là. C'est le cercle que vous voyez ici, en rouge, en rose, là. Voilà, il y a C1, C2. Alors, il y en a un de rayon petit r et l'autre. Voilà, en fonction de tout ça, ben, vous avez des cercles dégénérés. Voilà, un tore dégénéré ou pas. Alors, ils vous ont parlé d'un plan. D situé dans son plan. Ah. Donc, vous voyez que j'ai besoin, pour la construction du tore, j'ai besoin de deux cercles. Deux cercles. Mais, comment ça se fait que... comment ça se fait qu'il parle de cercle? Alors, quelque part, on n'a pas de cercle ici. C'est un cylindre. On a un cylindre. On a un cylindre, vous allez voir. C'est un cylindre qu'on a. Alors justement, comment a-t-on un cercle? C'est pas justement c'est grâce à cette droite-là. À ce plan, je m'excuse. C'est grâce à ce plan-là qu'on a un cercle. Sinon, on aurait un cylindre. C'est un cylindre qu'on en a. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout ça ici maintenant. On va faire la construction. Je vais continuer la suite et puis je ferai la construction. Donc, en fonction du petit r ou grand r, on peut avoir grand r plus petit que petit r ou plus petit r
ou, plus, ou petit r plus petit que grand R. Bon, ça dépend comment sera le tore. Et vous avez différents types de tores qui peuvent apparaître en fonction de petit r et grand R. Et là, on a les équations paramétriques du tore. Voilà. Et là, on a les équations, bien sûr, en éliminant les paramètres, on a l'équation cartésienne du tore. Voilà. Alors on peut calculer son R et son volume par calcul intégral 0 à 2 pi de R dθ pour calculer l'air. Voilà, qui vaut exactement 4 pi r carré. Il va dépendre du petit rayon et du grand rayon. Et son volume, ben, c'est oui, c'est 4 pi carré R fois R. Hein. Voilà, attention que c'est 4 pi carré. Alors que l'autre, c'est 2 pi carré. Pour le volume, 2 pi carré, R carré fois R. Et là, on peut le faire par intégrale double, de 0 à 2 pi, puis de 0 à R, de R, petit r dr dθ. Donc c'est une intégrale double. Par intégrale double, on peut le faire. Voilà. Alors ils vous disent aussi que le théorème de Guldin permet d'obtenir ces résultats et aussi de déterminer les formules de l'air et de volume du tore croisés pour R plus petit que R. Donc on peut avoir par le théorème de Guldin, voilà. Et ici c'est un peu ce qu'on appelle le cercle de Villarceau. Donc là on a deux cercles obtenus en sectionnant un tore selon un plan diagonal, bitangent qui passe par le centre du tore. Voilà. Vous avez le cercle de Villarceau. Alors on peut colorier aussi un tore. Bon, il y a le théorème, ce qu'on appelle le théorème de 4 couleurs, théorème de Ringel-Young, voilà, etc. Pour colorier un tore, bon, il y a... Voilà. Eh bien, alors on a aussi des tores de dimension n. Hein. Voilà. En topologie, on a des tores de dimension n. On peut définir le tore de dimension n. Voilà, qui est Zn. Bon, mais ça a à voir avec la topologie. Bon, ben, on va construire avec le peu avec les renseignements, enfin les renseignements que j'ai été chercher, ben, on va construire ce tore là. On a tous les éléments pour construire ce tore. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai besoin d'un axe, un axe de révolution. Je vais faire tourner un cercle. Et ce cercle-là, tout point du tore va tourner suivant un cercle. Alors, là, je vais appeler le point M, là. Tout point du tore M, de coordonnées, bien sûr, x1, y1, z1, ben, appartiendra, enfin, ça c'est un point particulier, hein, appartient au tore. Alors, le tore, je vais l'appeler T, un tore T, donc appartient au tore T. Alors, vous voyez qu'il me faut deux cercles. Alors, un cercle, je peux construire un cercle à partir d'une origine et d'un rayon. Voilà. De même que l'autre côté, bon, il faut que je connaisse la droite de rotation. Et bien sûr, une origine et une extrémité. Une extrémité qui sera le rayon, petit r. Voilà. Alors maintenant, ces différents points, ben, je vous ai dit qu'ici, ça va donner un cylindre. Ça va être un cylindre. Alors, ça va être l'intersection et là, pour avoir des cercles, ben, il faudra chercher des plans. C'est pour ça que tout à l'heure, il parlait de plans. Il faut que j'aille chercher des plans pour avoir l'intersection voilà, en ces points-là. En tout point du tore. Bien sûr, à un moment donné, il sera là. L'intersection sera
Bon, il faut chercher la bonne intersection en tout point. Donc, quelque part, c'est comme si on avait un mouvement, hein. C'est comme si on avait un mouvement. Alors, comment créer en mathématiques ce faux mouvement? Ben, c'est par des paramètres. Vous aurez compris que c'est les équations paramétriques qui permettent d'avoir un espèce de faux mouvement. Tout est, on va dire, statique. Et ce statisme va créer le volume. Le volume plein, mais la surface. On va dire plutôt la surface. Elle va créer cette surface. Donc, on va voir quelque chose qui va se construire comme s'il y avait un mouvement. Il n'y a pas de mouvement en fait. Il n'y a pas de mouvement. C'est parce que ce sont des équations paramétriques. Les paramètres agissent en tout, dans les lieux de points pour lesquels le taux existe. Eh bien, on va écrire ça. Alors, la première des choses, je vais aller sur GeoGebra, créer mon espace 3D grâce à mon repère orthonormé direct. Voilà, ça c'est la première des choses. Je crée mon espace 3D. Donc l'axe des X est en rouge, l'axe de Y est en vert et l'axe des Z est en bleu. Alors maintenant, pour moi faciliter la tâche, je vais le faire tourner quelque part. Où je vais faire tourner ça? Alors moi, je vais décider. Je peux faire tourner l'axe de rotation. Ben, je vais prendre un des axes, soit X. Je peux le faire tourner autour de X, hein, soit autour de Y, ou soit autour de Z. Bon, j'ai 3 degrés de liberté. 3 degrés de liberté. Bon, je vais choisir de tourner autour de Z. C'est mon choix. C'est mon choix. Donc, voilà, l'axe de révolution sera l'axe des Z. Voilà. Ou alors, ce que je peux faire, je peux le faire tourner autour d'X2. C'est pas un problème. Bon, je vais le faire tourner autour. Je vais peut-être changer. Bon, je vais garder ça comme ça. Je vais le faire tourner autour de l'axe Z. C'est mon choix. C'est mon choix. J'ai décidé de faire tourner autour de l'axe Z. Ça, je suis parti avec ça. Donc, ce qui veut dire que maintenant, je vais créer, si je fais tourner autour de l'axe Z, il faut que le cercle qui va tourner autour de l'axe des Z, voilà, se présente, voilà, suivant suivant un certain plan. Suivant un certain plan. Bon, ici, c'est vrai que je dirais plutôt le contraire. Je dirais plutôt le contraire. Je vais prendre les cylindres. C'était plutôt les cylindres là qu'il fallait prendre. Ça va être les cylindres par rapport à ce qui va tourner. Les cylindres, et bien sûr l'entrecouper par un plan. C'est plutôt celui-là qui va être considéré comme cylindrique. C'est pas l'autre. C'est pas là où il va tourner autour de l'axe. C'est pas les cylindres là qu'il faut
prendre en compte, mais c'est plutôt la surface, la courbe qui va tourner autour de l'axe de révolution qui va être pris comme cylindre. Donc j'aurai l'axe des Z qui va servir d'axe de révolution. Mais j'ai une courbe qui doit tourner, qui est ici, ça va être un cylindre. L'équation d'un cylindre, et bien sûr c'est un cylindre entrecoupé par un plan, pour avoir justement un cercle. Voilà. Et lui, il va tourner autour de l'axe de révolution. Bon, ben, on va écrire ces équations. Hein. On a x, y. Alors, pour avoir le cercle, je vais créer un plan. Donc, je vais faire l'équation de la courbe ici, hein, en rouge. J'ai mal dessiné, mais je pourrais dessiner mieux que ça, parce que c'est vrai que, bon, au niveau du dessin, c'est pas le top. On va refaire ce dessin. Et on va s'occuper d'abord de la courbe que je vais mettre ici, sachant que Z est l'axe de révolution. Z est l'axe de révolution. Ce qui va m'intéresser, c'est la courbe qui est ici. Alors je vais le centrer, cette courbe-là, je vais essayer de la centrer sur l'axe des X. Hein. Je vais faire essayer d'avoir un bon cercle. Donc, ça, je vais prendre le plan Y égale 0. Voilà. Y égale 0. Et je vais mettre un cercle qui est, par exemple, X moins, je vais le centrer en 5, 5 et il est dans le plan X au Z. Hein. X au Z. Voilà, je vais le centrer ici, en Z égale 0. Voilà. Et je vais mettre un rayon de 3. Et là, j'ai l'équation de la courbe. Eh bien, je vais déjà dessiner ça sur GeoGebra. Donc, on va dessiner ça. Donc, je vais sur GeoGebra. Alors, bon, je pourrais mettre de la 2D aussi. Alors, j'ai dit que je vais centrer sur le plan OYZ un cercle en x égale 5 et 0. Donc, je vais écrire ça. C'est un cylindre. Je vais créer un cylindre. X moins x moins 5 au carré plus z carré égale, j'ai dit que j'allais mettre un rayon de 3, ça fait 9. Voilà. Donc ce cylindre, il est bien dans l'axe. Alors j'avais dit que j'allais le mettre dans le plan X au Z. Donc on a bien le cylindre, hein, c'est ce que je vous avais dit auparavant. C'est l'équation d'un cylindre, ça. Pris seul, hein. Pris seul, c'est l'équation d'un cylindre.
Alors, est-ce qu'il est bien dans le plan que je désire, c'est-à-dire le plan X au Z? Oui. Alors, ça, c'est le cylindre. Bon, on voit bien qu'il est l'axe rouge, c'est l'axe X. Il est bien dans X au Z. Il a un axe qui est parallèle à l'axe au Y. Donc c'est bon. C'est bien le cylindre qui m'intéresse. Ensuite, il me faut, non pas, je ne vais pas faire tourner un cylindre, hein, je vais faire tourner un cercle. Donc pour avoir le cercle, ben, il faut un plan. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut un plan. Il vous disait ici qu'il fallait un plan. Un tore est le volume de l'espace euclidien R³ engendré par la rotation d'un cercle de rayon R autour d'une droite affine D située dans son plan. Dans son plan. C'est pas encore le plan. Voilà, ça c'est pas encore le plan qui disent ici. C'est pas encore ce plan-là. Ce plan-là, je vais vous le montrer par après. C'est lequel? Alors ici, pour l'instant, j'ai un cylindre, il me faut un cercle. Donc je vais faire y égale 0, ou plutôt le plan OXY, OXZ, je m'excuse, OXZ, c'est Y égale 0. Oui, c'est juste. Voilà. Là, je coupe par un plan. Et je vais chercher l'intersection du cylindre avec ce plan. Et voilà. Et maintenant, je m'intéresse juste à ce cercle. Et voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va faire tourner ceci sur l'axe, autour de l'axe au Z. L'axe de révolution, j'ai choisi OZ. Bon, si je voulais faire tourner autour de OX, je ne peux pas prendre ce cercle-là. Hein. C'est pas bon. Parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas à avoir un tort. Hein. Ah, le tort doit être situé d'une certaine façon pour le faire tourner autour d'un axe. Hein. Sinon, vous n'aurez pas un tort. Bon, maintenant, je vais le faire tourner, bien sûr, autour de l'axe X, enfin, autour de l'axe OZ. Et je prends 2 points. Je prends 2 points. Et tracer la droite AB. Deux points sur l'axe OZ. Hein. Voilà, et ça, c'est l'axe de révolution. Donc, je vais faire tourner l'axe, le cercle en orange autour de l'axe en noir. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, c'est là qu'il parlait, le fameux plan qui vous parlait ici, voilà, autour d'une droite affine située dans son plan, à une distance R. Eh bien, regardez bien. Qu'est-ce qui va tourner? Alors, pour ça, pour savoir qu'est-ce qui va tourner, je vais aller chercher le dessin. Qu'est-ce qui va tourner? Ben, ce qui va tourner, c'est tous les points. Tous les points. Ils vont tourner autour de l'axe. Tous les points du cercle. Donc là, on a le cercle que j'appelle C.
tous ces points-là, je connais l'équation du cercle, hein, je vous le dis tout de suite, bon, je vais de le mettre. Voilà. Ce cercle-là va tourner autour de l'axe. Mais là, on a un second cercle. Voilà. Alors, où est le point? Le point là. Ben, le point là, il est variable. Il va dépendre d'un paramètre. Voilà, on va faire tourner quelque chose, mais il ne tourne pas en fait. Quelque part, c'est quelque chose de figé, c'est quelque chose de fixe. C'est pas ça tourne pas. Ça tourne pas. On n'est pas en mécanique ici, il n'y a pas de mouvement en fonction du temps. Hein. Voilà, c'est quelque chose de figé, et tous les points figés se situent d'une façon telle qu'on aperçoit quelque chose qui a tourné, mais il n'y a rien qu'à tourner. Ce sont tous des points figés. On n'est pas en mécanique. En mécanique, on peut faire tourner un cercle. Oui, ça oui. Là, l'espace en fonction du temps, oui, il y a une notion temporelle. Ici, on est dans un espace euclidien sans temps. Ouais. Donc, en fait, ici, tout est figé. Donc, il faut aller chercher quelque chose de figé. La seule chose qui permet de faire une construction qui permette de faire du figeage, alors on pourrait apercevoir un mouvement, mais ce sont les paramètres. Hein. C'est les équations de paramètres. Alors, quels sont les paramètres qu'on a? Ben, ici, c'est les plans qui vous parlaient, c'est ces plans-là. On a un plan là, on peut en avoir un autre ailleurs, etc. etc. Donc, ça veut dire que ces plans-là, tous ces plans-là, voilà, qui vont donner les intersections des différents points du cercle ici, avec les plans donnés, et bien sûr le cercle ici, hein, qui tourne ici, que je vais appeler C1, l'intersection de C1 dans différents plans, que je vais appeler pi1, pi2, pi3, va donner, si vous voulez, l'équation du tore. Et c'est ça que les plans qui vous parlaient, c'est ça. Voilà. L'axe de révolution, ben, il est perpendiculaire à, à des plans. Et pour voir un espèce de mouvement qui est un figeage en vérité, ben, il faut aller chercher tout simplement un paramètre. Alors comment va-t-on faire ce paramètre? Les plans que je viens de vous décrire, c'est tous des plans z égale lambda. C'est tous les plans pi1, pi2, pi3, voilà, tous les plans, bien sûr, qui auront une intersection avec C. Hein. L'intersection, je ne l'ai pas encore fait maintenant. Voilà, par exemple, ici, je peux vous mettre, vous mettre quelques plans. Z égale 1, Z égale 2, Z égale moins 1. Voilà, et c'est tous les plans qui sont perpendiculaires à l'axe de révolution. Et il y aura une intersection. Je peux la construire par point d'intersection. Hein. Vous allez voir que je vais faire voilà, Z égale moins 1, Z égale moins 2, Z égale moins 1, Z égale moins 2, Z égale 3, et Z égale moins 3. Alors, si je fais ça, je vais chercher l'intersection qui est C, qui est le cercle en orange. Hein. Voilà, ici c'est C. Je vais faire l'intersection de C avec D, E, H. Voilà. Intersection de C avec D. Voilà, j'ai un point. Je vais dupliquer. J'ai même deux points. Dupliquer. Alors deux points, c'est parce qu'on a une racine carrée. C'est l'histoire d'une racine carrée. Il y a le plus et le moins. Voilà, ça a à voir avec une racine carrée. C'est pour ça qu'il y a 2 points. Bon, alors D avec D, E. F. S'il n'y a pas d'intersection. Parce qu'il n'y a pas de F, à mon avis, il n'y a pas de F. Ouais. Il y a H, G, E. On va recommencer. Dupliquer. H. Dupliquer.
G, dupliquer, I, dupliquer, J. Voilà. Donc là, vous avez tous les intersections des différents plans. Bon, maintenant, si voilà. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de cylindre pour avoir le cercle en orange. Mais je parlerai de cylindre pour avoir le cercle de rotation. Hein. Le cercle de rotation, je vais mettre un cylindre aussi en intersection avec les plans. Alors, par exemple, j'aurai un cylindre bon, autour de l'axe X qui vaudra par exemple, je vais mettre par exemple centré. Je vais le centrer en 0, 0. Donc j'aurai un cylindre qui vaudra, bon, avec l'axe Z, ce sera x carré plus y carré égale 4. Voilà, là j'ai une intersection. Alors, je pourrais avoir une autre intersection égale 6. Pour avoir deux autres intersections, 8. Deux autres intersections, 10. Deux autres intersections, 12. Notre intersection, 14. Notre intersection, 16. Encore des autres intersections, 18. Autre intersection, 20. Bon, je crois que ça... Là, on peut voir apparaître, voilà, le dessin. Voilà, le dessin va apparaître. Là, on a fait tourner tout, mais maintenant, il faut toutes les intersections, parce que, bon, voilà, j'ai pas toutes les intersections. Là, c'est simplement la création de différents cylindres dans différents plans. Dans différents plans. Là, je peux encore continuer. Dupliquer. Alors, on va 22. Dupliquer 24. Dupliquer, on va faire 26. Bon, jusqu'à ce qu'il ressort du cercle orange. Bon, ici, bon, je crois que vous avez compris un petit peu le jeu. Pour le faire tourner, il faut ceci, le cercle orange, pour le faire tourner, il faut que je le fasse tourner autour de ceci. Bon, mais c'est pas, bien sûr, des cylindres qu'on a. Hein. C'est pas des cylindres, ce sont des cercles. Le cercle là va tourner autour de ces cylindres, mais c'est pas autour de cylindres, c'est autour de cercles. Parce que là, on n'a pas encore les vraies intersections. Pour avoir les vraies intersections, je vais vous en faire un, l'intersection. Alors pour ça, je vais retirer tous les plans aussi, parce que... Voilà, ça me gêne pas, c'est les plans. Hein. Alors, je vais mettre un cercle, un plan.
Et là, bien sûr, le plan, donc il doit tourner autour de ce cylindre. Mais en vérité, c'est pas ce cylindre puisque c'est un cercle. Donc par exemple, ce cylindre-ci, pour avoir un cercle, je vais chercher par exemple z égale 0. Voilà, l'intersection KW. Voilà, il donne un cercle. Ça donne le cercle là-bas en bas. Voilà. Donc c'est un cylindre qu'il me faut. C'est un cylindre. Un cylindre avec un plan va me donner un cercle. Et là, vous allez voir ceci. Bon, maintenant, ça c'est pour un point. Un autre point va te donner un peu plus au-dessus avec un cercle plus ouvert. Bon, et si vous avez compris l'astuce, qu'est-ce que je vais faire? Là-dessus, il y a deux cylindres. Il y a deux cylindres et bien sûr deux plans. Alors maintenant, je vais créer tout ça. Bien sûr, en faisant une copie. Vous aurez compris qu'on aura un cercle qui sera ici. Il y en a un autre qui va passer ici. Il y a un autre qui va passer là-bas. Il y en a un autre qui va passer par ici. Voilà, je l'ai mal fait, mais voilà. Il y en a un autre qui va passer par là. Alors tout ça, tous ces cercles-là proviennent de cylindres. Alors tout d'abord, tous ces cercles-là proviennent de cylindres. Alors comment faire l'équation là? Celui-là, lui, en fait, il est figé, il reste là. Tout est figé, mais bon, c'est pour vous dire que lui, il va rester là. Le C, il bouge pas. Et ce C, c'est quoi? C'est tout simplement... Alors, j'avais dit que c'était x moins 5 au carré plus y carré égale, c'est un rayon de 3, égale 9. Ça, c'est le cylindre. Mais pour avoir un cercle, j'ai dû faire, donc c'est z égale, non, y égale 0. Parce que, voilà, il est dans le plan O, X, Z, donc c'est y égale 0. Et là, lui, pris tout seul, c'est le cylindre. Lui, pris tout seul, c'est un plan. L'intersection d'un plan avec un cylindre va me donner le cercle. Voilà, là, j'ai un cercle. Bon. Je fais la même chose pour l'autre côté, mais là, vous avez vu que c'est des cercles variables. Pourquoi ce sont des cercles variables? Parce que on a des cylindres variables. Alors ces cylindres, bon, ils sont parallèles à l'axe. Ce sont des cylindres d'axe OZ. Donc, on peut créer des plans. Ce sont aussi des plans parallèles au plan OXY. Donc, c'est Z égale cette fois-ci lambda. Ce sont des plans, voilà, différents types de plans qui vont faire intersection avec différents types de cylindres. Alors, les cylindres, bien sûr, c'est X, je les ai centrés à l'origine, X carré plus Y carré égale un rayon quelconque, hein, paramétrique, qui est rho carré.
Et donc, un point M, voilà, par exemple ce point M ici, que je vais mettre en rouge, ce point M, ben il va, ou ce point-là, M, ou tout autre point, parce qu'il va être, voilà, il va avoir une intersection, tout ce point M-là doit vérifier les deux. Attention qu'ici c'est C1, je vais l'appeler C1, et ici c'est C2. C2 c'est les cercles là-bas, c'est tous les cercles C2 variables là. Donc il y a un cercle, si vous voulez, un seul cercle là, mais une infinité double de cercles ici. On a une infinité double de cercles, puisqu'on a deux paramètres, lambda et rho. On a une infinité double de cercles. C'est normal. On a une infinité, bon, suivant une direction en, en, en Z, hein, suivant en Z, et suivant, on va dire, la taille comme ceci. Suivant la taille comme ceci. Suivant la taille comme ça, bon, je peux avoir un cercle ici, un autre cercle là-bas, un plus petit cercle ici. Donc, il y a une variation de, voilà, on a une infinité de cercles ici. Et puis, on a une infinité de cercles qu'on peut placer sur une forme de hauteur qui est lambda. Donc, on a un paramètre, deux paramètres, on a une infinité double de cercles. Voilà, on a une intersection d'un cercle ici, avec une infinité double de cercles. Et donc, tout point du tour, un point M appartiendra au tore de coordonnées x, y, z. M égale x, y, z. Avec M appartenant. S'il vérifie ces quatre équations-là, qui est un cercle fixe et un cercle, on va dire, un cercle fixe et un cercle variable. Enfin, c'est variable, c'est paramétrique, c'est un cercle paramétrique, c'est pas, oui, c'est variable, on est d'accord, mais il n'y a pas de mouvement là-dessus, hein. C'est figé, c'est un paramètre. C'est pas qu'il y a un mouvement, hein. Il n'y a pas de notion de temps temporel ici. Donc, ce qui veut dire que maintenant, pour tout point M du tour, on va vérifier ces quatre équations. Donc les accolades changent, si vous voulez. On n'a plus une accolade à proprement parler d'un cercle et d'un autre. Non, maintenant c'est les intersections de tout. C'est un tout. Maintenant, je suis obligé de faire ceci. Et ça, c'est le tore. Avec M, tout M appartenant au tore, ça c'est l'équation, c'est le tore. Le tore va vérifier tout ça. Et maintenant, il suffit de résoudre. Hein. Alors pour la résolution, bien sûr ici, vous avez un cylindre, ça vous le savez, pris tout seul. Hein. Et là, vous avez un plan pris tout seul. Mais si vous prenez les deux là, vous avez un cercle, qui est un cercle C1, C2. Puisque ce cercle-là, c'est C1, qui est fixe. Eh bien, on va résoudre le système. Je vais résoudre le système ici. Pour ça, il vous dit que bon, la résolution du système, il est facile. Hein, c'est pas ça le plus compliqué.
y égale 0, on a déjà x moins 5 au carré égale 9. Attention qu'ici, c'est pas y, hein. C'est pas y. C'est x moins 5 plus... Je pourrais pas avoir de y parce que je suis dans le plan au xz. Donc c'est x moins z au carré. J'espère que j'ai pas fait d'erreur auparavant. Ouais, c'est x moins 5 au carré plus z au carré égale 9, il me semble bien. Donc ici, je vais aller le remettre. Moins z carré. Voilà, on va réécrire ceci. Moins z carré. Il y a une petite erreur, je m'excuse. Hein. Bon, j'ai confondu x et z au niveau de l'écriture. Moins z carré. Donc là, je ne peux pas écrire ceci puisque c'est pas bon. C'est x plus 5 au carré, x moins 5 au carré plus z carré égale 9. Y valant 0. On a 4 équations hein, à résoudre. 1, 2, 3, 4. Alors, la première, je vais faire la première, faire rencontrer la deuxième et la troisième. Deuxième et troisième va donner x carré, y carré valant 0 égale rho carré. Alors, z égale lambda, je fais rencontrer la première et la quatrième. J'aurai x moins 5 au carré plus z égale lambda, ça fait lambda carré égale 9. Et pour avoir une équation paramétrique pure, ben, je dois éliminer le x. Je dois éliminer le x. Donc j'aurai x carré égale rho carré. Donc, que vaut x? X vaut si x carré vaut rho carré, x vaut racine carrée de rho carré. Et ça, racine carrée de rho carré, ben, c'est plus ou moins rho. C'est la valeur absolue de rho. La valeur absolue de rho, c'est plus rho si rho est positif, moins rho si rho est négatif. Donc, c'est x vaut plus ou moins rho. Donc, on aura, maintenant, si je remplace, plus ou moins rho moins 5. Je vais le remplacer là-dedans, bien sûr. Hein. Le rho carré, le x carré, je vais le taper là-dedans. Plus ou moins rho moins 5. Au carré plus lambda carré égale 9. Et ça, c'est l'équation paramétrique. Bon, maintenant, je vais refaire l'équation. Je vais retomber sur la cartésienne. Maintenant que j'ai la relation entre les paramètres, alors le rho, que vaut le rho? Le rho vaut racine carrée de x carré plus y carré. Je le tire du 3. Je le tire du 3 ici. Donc rho c'est racine carrée de x carré plus y carré. Donc c'est plus ou moins. Plus ou moins. X carré plus y carré racine carrée
moins 5 au carré plus lambda. Lambda, c'était, je crois, z, non, ouais, z égale lambda, ce sont tous les plans. Z carré égale 9. Bon, maintenant, il faut reconstruire toute la popote interne par rapport à ça. Je vais mettre au carré. Ça fait x carré plus y carré plus ou moins 10 racine carrée de... C'est le double produit, hein, x carré plus y carré plus 25 plus z carré égale 9. X carré plus y carré plus z carré 25 moins 9, ce qui fait plus 16, égale plus ou moins racine carrée de x carré plus y carré je vais tout mettre au carré. Donc on a x carré plus y carré plus z carré plus 16 au carré égale le carré à gauche, enfin à droite, égale, si je me suis trompé parce que j'ai oublié un 10, un 10, ce qui fait 100, plus ou moins au carré ça fait du plus d'office, et il va rester 100 x carré plus y carré. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir sur l'équation. R carré, voilà, c'est 4r carré. Alors, vous avez, en faisant ça, on a r carré moins r carré. Grand R carré moins R carré vaut grand R carré moins R carré est égal à 16. Et 4R carré, 4R carré vaut 100. 4R carré égale 100. Alors, vous faites 100 divisé par 4. 100 divisé par 4, ça fait 25. Donc, le rayon vaut 5, effectivement, c'est vrai. Voilà. Alors, 25 moins 16, R carré, petit R carré vaut 9, petit R vaut 3. Voilà. On a grand R et petit R, déterminer grand R et petit R. Alors maintenant, je vais le tracer. Bien sûr, vous aurez compris que je dois tracer ça sur GeoGebra. Donc, ce qui va faire x carré x carré plus y carré plus z carré plus 25 au carré égale 100 x carré plus y carré.
il l'a pas su mettre. Bon, je recommence encore une fois. Tout d'abord, je ne me rappelais plus les rayons, mais c'était 16 et 100, donc c'est bon. Enfin, 4 r carré et r carré moins r carré. En fait, 16 et 100. Bon, je vais réécrire ça. X carré plus y carré plus z carré plus 25. Enfin, c'était plutôt 16 au carré égale 100 fois x carré plus y carré. Bon, apparemment, il ne sait pas le faire. Hein. C'est pas le faire. Bon, ben, ce que je vais faire, alors, oui, lui, il ne saura pas faire du x4. Hein. À mon avis, il ne saura pas faire du x4 parce que si je mets tout, bon, on va regarder si je ne sais pas tracer directement un tore. Couronne, patron, cube. Bon, bah alors, ce que je vais faire, je vais faire une révolution. Calcul. Je vais remettre tout sur le plan. Le plan, je vais créer ici un curseur qui va aller nombre minimum, ça va être un angle, 0 à 360. Ok, je prends ce curseur là, je vais créer dans le plan OXY l'équation du cercle qui est x moins 5 au carré plus y carré égale 9. Et je vais faire la surface avec l'angle alpha. T indice 1. Suivant l'axe des Z. Il y a un argument ici qui ne veut pas prendre, je ne sais pas pourquoi. La courbe D indice 1
l'angle alpha, ligne l'axe Z. Voilà. Oui, c'est pas autour de l'axe Z, hein. C'est normal que j'ai ça. C'est pas autour de l'axe Z, puisque je l'ai mis sur OXY, OX. Ouais, c'est normal que j'ai ça, j'ai pas à tort, puisque c'est autour de l'axe. Autour de l'axe. Bon, on va déjà voir si ça je peux prendre. X5 plus Z carré. Enfin, il ne veut pas prendre. Il ne veut pas prendre, donc je suis obligé de faire par rapport à l'axe. Alors, le tout c'est d'aller voir correctement l'axe. J'ai fait une mauvaise rotation par rapport à un axe. Voilà. Ici, vous avez une certaine vue dans un certain sens. Apparemment, il ne sait pas faire ça. Je vais le changer autrement. Je vais en prendre un autre. Je vais changer de tort. On va prendre x moins centré en x égale 7. Au carré. Plus centré en y moins 3 au carré égale un rayon de 5.
Oui, il prend pas le cylindre. Il faudrait vraiment une droite. Pour ça, j'aurais dû construire. Ça, c'était un cylindre pour lui. Bon, c'est pas bon. Donc, je vais effacer. Il faut que je retombe. Voilà, il faut que je retombe dans le plan. Je dois cliquer sur le plan. Et là, maintenant, je peux faire mon cercle. X moins 7 au carré plus Y moins 3 au carré égale 25. Voilà. Normalement, il m'a dessiné ce cercle. Ouais, c'est pas bon, puisque c'est X. Bon, je vais tout recommencer, parce qu'ici, on a complètement tout foiré. J'ai oublié une parenthèse, et voilà, X moins 7 au carré, plus Y moins 5 au carré égale 25. Voilà, j'ai ce cercle. Alors maintenant, j'ai le cercle en 2D. Et en le cercle en 2D, je peux créer la surface. Courbe en fonction. Courbe, c'est E indice 1. L'angle, c'est alpha. Et l'axe, la ligne, c'est l'axe Y. Et voilà, on a un autre tore. Et bien sûr, il est décentré par rapport à l'autre. Bon, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne sache pas. Encore une fois, GeoGebra ne sait pas construire une équation en x4. Si je mets x4, x exposant à mon avis, ne sait pas construire donc je ne saurais pas construire le tore ici. Je ne saurais pas construire le tore parce qu'en fait, voilà, il ne sait pas construire des équations en x4. Donc si je lui indique x carré plus y carré plus z carré plus 16 au carré égale 100 fois x carré plus y carré, ben, il ne comprendra pas. Il comprendra pas. Donc cette équation-là, il ne saura pas la faire. Donc x carré plus y carré plus z carré plus 16 au carré égale 100 fois x carré plus y carré. À mon avis, il ne sait pas le faire. Il ne sait pas faire, il ne sait pas dessiner le tore. Donc il est limité, hein. C'est pas la première fois que je trouve qu'il y a des courbes qu'il ne sait pas faire. Bah, il dessine certaines courbes, mais pas d'autres. Parce qu'il bon, il n'a pas les facultés de dessiner toute possibilité de courbe dans l'espace.
Je vous remercie.